Avec nous en plateau, en ce mercredi, Mathias Kolodi-Dedjan, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Olali. Bonjour. Vous êtes analyste politique habitué à ce plateau. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Et puis Stanislas qui nous accompagne dans la causerie de ce matin. Stanislas, merci d'être là. On poursuit cette émission ensemble. On va parler de la participation du président de la République au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un sommet qui a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour justement se pencher sur la lutte contre le terrorisme. Mathias Kolodi-Dedjan, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont réfléchi. Qu'est-ce que vous en retenez? Merci. Je pense que des sommets du genre, on connaît ça davantage depuis que l'ampleur de ce phénomène-là se fait davantage sentir. Je veux parler du terrorisme. Oui. Et je pense que à l'issue en fait de ce sommet qui s'est tenu le 14 septembre dernier, et les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont convenu quand même d'un plan d'intervention sur 5 ans. Et je crois qu'il sera adopté en décembre prochain. Et en tout cas, la période ciblée, c'est celle de 2020 à 2024. C'est bien ça. Et je pense que dans ce plan, il sera beaucoup plus mis l'accent sur le ciblage des sources de financement du terrorisme. Et ils se sont, en tout cas ensemble, ils ont décidé de se pencher véritablement sur la lutte contre en fait ces sources-là de financement du terrorisme. Et en plus de ça, c'est que c'est un plan d'action quand même de près de, je crois, d'1 milliard de dollars. Oui. Et on a mis beaucoup plus l'accent sur aussi les modalités de participation de chacun de ces pays membres-là et à la mobilisation de ces ressources. Moi, c'est heureux parce que on a longtemps quand même compté sur les autres pour pouvoir mener une lutte efficace contre ce fléau-là qui ne cesse de nous faire du mal. Et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif doit être ce que nous-mêmes, nous pouvons faire par nous-mêmes pour pouvoir véritablement endiguer ce mal. Donc, c'est heureux, mais tout de suite... Je suis un peu déçu aussi du fait que, bon, dans un premier temps, le président, je crois, c'est le président, et comment appelle-t-on, Mahamadou Issoufou, c'est le qui a, dans un premier temps, tenu pour responsable, par exemple, la communauté internationale, surtout par rapport au cas de la Libye. Bien sûr. Et je suis d'accord avec lui, parce que nous savons tous ce qui s'est passé, surtout en Libye. C'est un secret de police. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on appelle encore cette même communauté à participer à la mobilisation de ces ressources. Donc, on va aborder ce plan-là de la question dans la deuxième partie de cette causerie liée à ce même sujet. Mais tout à l'heure, lorsque vous parliez du plan qui a été adopté, un plan qui sera mis en place très très bientôt pour la période de 2020-2024 à partir de décembre prochain. Il a été retenu ce plan-là en 8 axes et notamment il s'agit d'une mutualisation et d'une coordination accrue des efforts dans la lutte, d'un partage direct de renseignements entre États membres et de la formation de l'équipement des acteurs de la lutte. C'est très important, ça manque parfois entre États, on ne se partage pas les renseignements qu'il faut. Absolument. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Et je pense qu'on ne peut rien faire sans les renseignements. Et je crois qu'il y avait déjà eu un sommet à Ouagadougou, il y a de cela quelques années, où l'accent a été mis surtout sur le partage de l'information. Si on revient encore dessus aujourd'hui, cela veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné. Et je pense que les États membres doivent davantage prendre conscience de ce phénomène-là et se partager pleinement les informations, surtout pour les pays comme le Bénin et le Togo qui n'enregistrent pas autant encore d'attaques. Au moins, il y a un certain nombre de personnes qui circulent dans nos pays et qui forcément peuvent être des gens qui sont des acteurs du terrorisme mais qui se réfugient ici. Donc il faut que les différents pays se partagent les informations. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que le sommet a été élargi à la Mauritanie et au Tchad qui connaissent aussi des cas de terrorisme là-bas. Et vous n'êtes pas sans savoir que le G5 Sahel, qui est la force en tout cas qui se chargeait de cette lutte-là, a montré aussi son inefficacité. Et aujourd'hui, il est temps que on arrive quand même à renforcer un tant soit peu
cette force-là, ainsi que celle qui se trouve au niveau du du bassin du lac Tchad. Donc je pense que si tout ce qui est annoncé là est mis en œuvre comme cela se doit, on peut quand même se rassurer de ce que ce phénomène connaîtra très peu, en tout cas, de recul. Mais là où en tout cas, vous avez promis qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Merci. Ganio Anide, il nous a rejoint, il est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, on parlait de la lutte contre le terrorisme au cœur du sommet, des préoccupations du sommet récent dont le président de la République a participé, le sommet de la CEDEAO. Donc, selon vous, que peut-on retenir pour le Bénin de cette lutte contre le terrorisme? Merci. Je crois que le terrorisme aujourd'hui est un phénomène qui se pose, c'est un problème qui se pose à nos sociétés et qu'il est important que les forces soient mutualisées pour que, de façon efficace, nous puissions faire face à cette difficulté en des temps modernes. Et je crois que le Bénin, en participant donc à ce sommet, prend une part active dans cette lutte-là. C'est pas parce que nous ne sommes pas encore touchés que nous resterons les bras croisés et attentifs en voyant les autres faire. Et je crois que selon les grandes résolutions qui ont été prises, au-delà donc de ce fonds de $1 milliard, il y a il faut travailler à renforcer nos armées nationales et puis la mise en place d'une force conjointe qui doit forcément travailler pour faire reculer donc ce phénomène-là. Il y a aussi que l'accent a été mis sur la MINUSMA qui est au Mali est fort de 12 000 hommes, mais dont l'efficacité tarde à venir. Donc les stratégies sont mises en place pour que cette force-là ait un mandat beaucoup plus actif pour nous aider donc à contrer ce mal-là. Parce qu'il n'y a pas quasiment cette semaine là où nous ne parlons plus d'attentats. Quand vous prenez les pays comme le Nigeria, comme le Burkina Faso, comme le Mali, c'est récurrent. Donc, il faille que des décisions soient prises et j'espère que ce n'est pas un sommet de trop, parce que nous aimons en Afrique prendre de grandes résolutions, mais à la fin on ne voit pas forcément l'impact. Donc cette fois-ci nous espérons que effectivement ces grandes résolutions seront mises en place pour que ce phénomène-là soit vraiment combattu. Stanislas Benoukoua, est-ce que ce sommet extraordinaire de la CEDEAO traduit une nouvelle prise de conscience du caractère dangereux ou encore du caractère beaucoup plus grand du terrorisme dans la sous-région? Oui, vous savez que quand on parle de terrorisme, on parle déjà d'insécurité. Et quand nous évoquons la question d'insécurité, nous sommes toujours dans le mois de septembre. Et avant de répondre à votre question, on ne peut pas ne pas établir une analogie, ne serait-ce que lointaine, avec le 11 septembre 2001, avec ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Et quand vous prenez les États-Unis d'Amérique avec toute leur armada de sécurité, de prévention, qui ont été touchés en 2001 avec les dégâts qu'on a eu avec les morts et tout ça, il y a de quoi que les États africains se ressaisissent. Et j'ai aimé une intervention tout à l'heure parce que nous n'allons pas attendre d'être touchés avant de commencer par réfléchir. Il faut être dans la logique de l'anticipation. Et vous avez fait la question à Mathias tout à l'heure par rapport au passage à la coopération au niveau des informations entre États. Oui. C'est un aspect fondamental et capital puisque vous savez, avant d'opérer, les individus nichent quelque part. Ils ne nichent pas dans les airs. Ce qui s'est passé aux États-Unis en 2001, c'est vrai que ce sont des avions qui ont décollé et qui ont franchi, qui ont été enfoncés conduits vers des immeubles, des avions détournés, voilà. Mais de World Center. Exactement. Mais ils ont décollé du sol. Ils ont pris le temps de préparer leur sale besogne. Il faut dire aussi que ici en Afrique, il y a Boko Haram qui sévit, non loin de chez nous, c'est au Nigeria. Et depuis que Boko Haram sévit, par exemple, le Nigeria, que ce soit le Nigeria ou le Cameroun, ces deux pays n'ont pas encore, pour ne prendre que ces deux exemples, ils n'ont pas pu encore faire face efficacement à ce mal. Vous les attendez à un endroit A, ils sont à un endroit Z, vous venez à l'endroit Z, ils sont à un endroit Y. Donc, il faut passer l'information. Et le dernier événement le plus triste en date
encore frais dans les mémoires ici au Bénin, c'est l'enlèvement de notre compatriote Fiacre Gbedji au niveau du parc de la Pendjari. Et ça, on peut ne pas qualifier ça d'un acte terroriste, mais c'est un acte quand même qui doit interpeller, voilà, criminel, qui doit interpeller les consciences. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de cette affaire-là, il y a eu enlèvement de touristes français. Et donc, il y a, voilà, et l'assassinat de notre compatriote. Donc, il y a de quoi davantage être méfiant, prendre les précautions pour que de tels actes ne se reproduisent. C'est vrai qu'avec Mathias, tout à l'heure, on a évoqué quelques résolutions, notamment le partage de renseignements. Ganiou Anidé, quelle est son importance dans cette lutte-là? Son importance ne m'est plus à démontrer, parce que quand vous prenez un pays comme le Nigeria, première puissance économique, militaire sur le continent africain, qui est incapable de faire face tout seul à ce mal-là, il est donc important que nous puissions mutualiser les efforts pour que le renseignement, parce que les terroristes ne sont pas mobiles quelque part. Il faut aller les chercher. Ils sont tout le temps en mouvement. Et donc, nos frontières étant poreuses pour la plupart, il est important que le partage d'informations se fasse en temps réel pour que les actions soient plus efficaces. Et c'est le lieu de dire que il est dans l'espace CEDEAO. Les États doivent travailler effectivement à ce que l'espace là soit un espace commun. Parce que lorsque les États ont cette tendance-là de repli sur soi, de fermeture, on a le sentiment que certains États ont des relents d'autarcie. Il est important donc que nous ouvrons davantage, que nos institutions soient beaucoup plus, partagent les informations pour que effectivement les actions aient beaucoup plus d'écho sur le terrain. Voilà, et Mathias Dedjan, tout à l'heure, Gilles Christ demandait à savoir la prise de conscience au niveau des États africains pour contrer le terrorisme. Est-ce que, en voyant ce sommet ou sinon, oui, l'organisation de ce sommet, est-ce que cela traduit cette prise de conscience? Non, moi, j'attends de voir comment, en fait, ce plan sera mis en œuvre. Sinon, si on se réfère à tout ce qui a été dit, on se rend compte effectivement que, bon, les gens sont en train de se rendre compte que pendant longtemps, ils n'ont fait que naviguer à vue et on n'a eu aucune solution pratiquement par rapport à ce phénomène-là. Et je ne vois même pas un seul État dans le monde entier qui pourrait décider, qui peut se suffire à lui-même. Donc, je pense qu'il faut que les États se mettent véritablement ensemble et qu'ils se disent la vérité. Parce que pendant longtemps, c'est que on a fait que, disons, répéter les mêmes choses, sommet par-ci, sommet par-là, on veut lutter contre... Mais aujourd'hui, le phénomène ne fait que s'agrandir. Au Nigeria, à côté, Ganiou Aïdé l'a évoqué tout à l'heure, les gens souffrent de jour en jour par rapport à ce phénomène-là. Burkina Faso. Le Burkina Faso, surtout l'Est du Burkina Faso que nous partageons même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut des solutions concrètes. Et bon, il y a même... le président, ça doit être le président, toujours Mahamadou Issifou, qui a même évoqué le fait qu'il faut un plan d'investissement massif, surtout dans les zones à risque. Et il y a même un institut d'études de sécurité dans le Sahel qui a prouvé que la plupart des zones où le terrorisme s'installe facilement, c'est des zones où les gens en réalité n'ont pas d'activité. C'est des zones où les gens ont un certain nombre de frustrations par rapport à comment leur état est géré. Et donc, un lavage de cerveau est très facile dans ces zones-là et ces individus qui sont des acteurs du terrorisme s'y intègrent et font véritablement leur jeu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme on le dit, il faut un plan d'investissement. Il faut occuper la jeunesse, surtout la jeunesse qui est sans emploi, qui a même beaucoup de ces jeunes-là ont fait l'université, mais se retrouvent sans emploi. Et donc, quand des gens viennent, font des propositions du genre, ils sont parfois obligés de suivre ceux-là
et par la suite, c'est des attaques qu'on enregistre dans ces zones-là. Vous imaginez la date du 8 septembre passé, seulement 29 personnes sont décédées au niveau du Burkina Faso, juste après 2 attaques tenues dans le nord de ce pays-là. Donc, je pense que l'ampleur du phénomène n'est plus à démontrer. Et il faut des actions concrètes. Il faut que les États se disent la vérité. Et il ne faut plus qu'on invite la communauté internationale à nous venir en aide chaque fois. Non, nous sommes capables. Nos résolutions. Et justement, en ce sens, il y a eu, par exemple, les États ont appelé à un renforcement de la force conjointe du G5 Sahel ou encore de la force multinationale mixte qui s'est installée au niveau du bassin du lac Tchad. Gani Wanidé, quel est le poids de cette résolution-là? Déjà, il faut dire que nos États doivent être plus responsables. On parlait de la mise en place donc d'un fonds d'1 milliard. Oui. Mais attendez-vous. $1 milliard. $1 milliard. Mais qui sont ces États-là? Qui sont ceux qui vont financer ça? Vous entendrez demain que on attend la France, on attend l'Allemagne, on attend les États-Unis pour constituer ce fonds-là. Ils ont été clairs, ils ont dit qu'ils vont consulter les différents États membres pour que chacun dise exactement comment il compte contribuer. Mais de toute façon, déjà en décembre, les actions concrètes seront enregistrées, ont-ils dit? Vivement que ça soit cela. Oui. Parce que il a fallu, vous vous rappelez cette histoire de Charlie Hebdo ici, oui, où quelques journalistes ont été blessés. Le monde s'est arrêté. Bon, c'est pas quelques journalistes, on est journalistes nous et on vous permettez qu'on dise ces choses-là. Oui. 29 personnes sont décédées au Burkina Faso. C'est silence radio. Non mais ils ont fait le sommet extraordinaire au Burkina Faso. Pourquoi silence radio? Non, c'est pour dire que le monde ne sait pas aller. On a le sentiment on a le sentiment que l'émotion est sélective. Selon que ça se passe en Occident ou en Afrique, oui, et les gens ont tendance à c'est pas, la vie peut-être de certains vaut plus que celle d'autres personnes. Donc, il faudrait que nos États soient beaucoup plus responsables. Il faut qu'on décide, par exemple, de renforcer cette armée-là. Est-ce que ça traduit cette responsabilité que vous voulez, que vous voulez? C'est un signe annonciateur. On espère que ça va se concrétiser réellement. Parce que nous connaissons nos États et ça fait beaucoup de bavardage, ça fait beaucoup de discours, mais à la fin, nous voyons très peu d'actions. Donc, on espère que ça sera fait. Ça sera effectivement Stanislas, fait. Sur cette question du renforcement de la force G5 Sahel et aussi de la force multinationale du bassin du lac Tchad. Oui, moi je crois que si nous devons être conséquents envers nous-mêmes, oui, il faut peut-être éviter d'attendre tout de l'Occident. C'est vrai que pour les différentes actions qui ont été menées jusque-là, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, on a toujours vu soit des forces françaises ou bien des forces d'autres pays intervenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique en elle-même, disons-nous la vérité, sur ce plateau, n'est pas encore capable à elle seule de faire face aux défis sécuritaires du monde actuellement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des États-Unis d'Amérique qui ont été touchés malgré tout le dispositif sécuritaire, visible ou invisible, dont ils ont seul le secret. Ça veut dire que soyons humbles. Moi, je suis pour que l'Afrique puisse décoller, puisse voler de ses propres ailes en matière de sécurité, puisse dire, bon, la France, restez chez vous, nous, même au niveau de la CEDEAO, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais est-ce que vous pensez que ça peut tenir? Regardons-nous en face et disons-nous les bonnes vérités. Moi, je pense qu'on peut prendre une initiative au niveau de la CEDEAO, c'est bon de se réunir, mais tant qu'on peut avoir, peut-être pas forcément des appuis financiers, mais si on peut avoir des appuis surtout en logistique, parce que le terrorisme, forcément, il y a de la logistique, il y a de la préparation mentale, il y a que certaines formations méritent d'être données à nos soldats africains. Et ces formations-là ne peuvent qu'être données par des personnes qui sont UP, qui sont déjà dans le domaine. Donc moi, je n'ai rien contre qu'on puisse peut-être solliciter une expertise américaine ou française pour venir renforcer les compétences de nos soldats africains. Mais je crois que la base déjà, c'est déjà un bon début, le fait qu'ils se soient réunis pour décider de ça. Parce que ça prouve déjà que les chefs d'État, qu'on le veuille ou pas, sont conscients de ce que le terrorisme est véritablement ancré dans nos territoires et il va falloir trouver des mécanismes. Mais dit tout de suite que
il faut se renfermer, ne pas attendre le concours des Occidentaux. Je ne pense pas. Mais il faut devenir responsable, disent-ils. Je suis d'accord, mais pas responsable. La responsabilité se traduit dans les actes, pas aux mots. La belle preuve, la dernière fois, nous n'avons pas été attaqués, mais au niveau de l'attentat, de l'incident qui est survenu au niveau du parc Pengari, il n'y a pas que les soldats béninois qui sont intervenus. Vous avez vu tout le déploiement que la France a fait et sur les chaînes françaises aussi, parce que justement, il y avait des soldats français, je suis d'accord. Oui. Mais ça veut dire qu'au niveau des questions sécuritaires, on ne peut plus travailler en vase clos, on a forcément besoin de l'expertise extérieure. Encore qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore outillés, osons le dire. Mathias Desjean, le plan prévoit également de cibler les sources de financement du terrorisme, notamment le trafic de drogue. Ici, dans la sous-région, on est d'accord que c'est monnaie courante. Oui. Le trafic de drogue. Vous savez, c'est inquiétant souvent, en tout cas, où est-ce que... On se demande souvent où est-ce que ces gens-là trouvent de financement pour pouvoir s'armer, s'équiper, pour en tout cas faire mal dans les régions où ce phénomène sévit. Donc effectivement, en tout cas les études même réalisées au niveau d'un institut dans le Sahel où sévit le phénomène a révélé également que c'est beaucoup plus le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux, le trafic de drogue, c'est de ces genres d'activités illicites là que proviennent en fait les ressources de financement de ces groupes terroristes là. Donc je pense que si on peut véritablement, comme les chefs d'État l'ont convenu, cibler effectivement et lutter efficacement contre ces sources de financement là, on aurait contribuer à résoudre ce phénomène-là. On aurait contribué énormément à la résolution de ce phénomène. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur ce que nous disions. Nous ne disons pas que les États africains doivent, en tout cas, s'enfermer sur eux, ne plus rien attendre de l'Occident. Non, ce n'est pas ça. Mais que chaque fois on demande en tout cas à la communauté internationale de contribuer, c'est-à-dire de contribuer à mobiliser les ressources dont nous sommes capables nous-mêmes de mobiliser, ça pose un problème. Parce que de dépendance. Et mieux, quand nous dépendons de cette façon-là, de ces gens, mais pourquoi est-ce que cette communauté internationale doit toujours exister pour avoir sa place? Il faut que ces genres de problèmes-là continuent. Donc, les gens vont travailler et nous montrer qu'on est en train, en quelque sorte, de lutter contre ce phénomène, mais en réalité, on crée d'autres problèmes. Parce que quand on arrive à rentrer dans l'histoire, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les gens ont sciemment mal résolu la Première Guerre mondiale. Donc, le phénomène va continuer comme ça et c'est un cycle interminable. Donc, je pense qu'il faut désormais que les États africains, et on nous annonce déjà que l'UEMOA va contribuer à près de 500 millions de dollars du moins. Donc, c'est une part importante que les pays concernés mettent également la main à la poche. Et je pense qu'en son temps, le président Patrice Talon dira, mais le Bénin doit contribuer à telle hauteur. Évidemment. Effectivement, donc c'est ce que nous attendons d'eux. Maintenant, pour des questions de formation, je suis tout autant d'accord avec vous qu'on a besoin de l'expertise. Et là, on est totalement d'accord. On peut envoyer nos soldats se faire former. On peut aller voir comment est-ce que les États-Unis ont pu développer tel ou tel. On peut même aller en Russie comme dans certains pays. Donc, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Très bien. Parlant de ciblage de sources de financement, on sait que la guerre a pris plus de l'ampleur en Syrie, en Irak, notamment à cause de la propension du groupe État islamique qui a eu certainement des appuis en matériel, en armes et en argent aussi. En Afrique de l'Ouest, Boko Haram parfois exhibe des chars dans des vidéos. C'est vrai qu'Aboubacar Shekau, dans ses shows, dans ses vidéos, on voit parfois des équipements qui sortent de l'ordinaire et on se demande, mais comment est-ce que ces groupes-là arrivent à s'approvisionner? Est-ce que vous ne voyez pas que même le cœur de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest se situe là, notamment, Ganou? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est le lieu de se demander, écoutez, lorsqu'on nous parle d'une certaine communauté internationale qui vient à notre rescousse tout le temps. Oui, mais il faut qu'on évolue. On ne va pas dire les mêmes choses. J'ai le sentiment, les gens ont intérêt à ce qu'il y ait instabilité
pour vendre des armes. Très bien. Maintenant, étant donné que les États de la CEDEAO ont décidé de cibler ça, est-ce que vous pensez que c'est bien pensé? Non, mais tout à fait. C'est bien pensé parce que il faut couper, il faut attaquer le mal par la racine. Si les gens n'ont plus de financement, ça suppose que il y aura forcément un impact sur leur capacité de nuisance. Donc finalement, on est tout en phase avec cette décision-là. Et on souhaiterait d'ailleurs que les actions soient menées dans ce sens-là, surtout pour fragiliser ces groupes-là, pour que ces groupes-là n'aient plus suffisamment de ressources pour pouvoir perpétrer donc ces attaques ignobles, parce que c'est triste que des gens fragilisent ou bien banalisent la vie humaine de cette façon-là. Donc nous sommes tous totalement d'accord avec vous pour penser que cette action-là, elle est bien pensée, vivement qu'elle soit bien menée. Stanislas Samoa, comment y arriver? Moi, je pense que la lettre a été déjà donnée par les chefs d'État qui se sont réunis. Vous savez, il y a un adage tout simple, inconnu de tous, qui dit que l'union fait la force. Et donc, ils se sont déjà réunis, ils se sont entendus sur des résolutions. Je crois que dans la mise en œuvre, la première étape, c'est déjà la mobilisation des ressources au niveau africain, déjà au niveau continental. Maintenant, dans la suite, moi, je pense que il faut surtout partager les informations, c'est capital. Vous savez, quand on parlait même de la sécurité au plan national, à un moment donné, il y a qu'au niveau de certaines conférences de presse, on nous disait que c'est des individus qui sont tapis dans les maisons, qui sont tapis dans les villages, des individus insoupçonnés qui sont là à longueur de journée à ne rien foutre, mais qui finalement redeviennent des terroristes ou bien des gens qui sont dans l'insécurité. Donc je pense que il faut déjà partager l'information, dénoncer des personnes suspectes, toute personne suspecte dans son coin, dans son village, dans son agglomération, voilà, à côté d'une structure. Il faut que la population aussi accompagne, et il faut maintenant pour les États faire appel à des expertises qui puissent renforcer surtout les soldats africains. J'insiste sur ça parce que quand on les envoie au front sans une formation assez conséquente, il y a de quoi qu'ils aient un peu peur. Donc je crois qu'il faut renforcer leur formation en plus de la formation qu'ils ont déjà au niveau national, et il faudrait continuer déjà par, vous savez, la lutte contre l'insécurité, c'est une lutte pour moi qui est éternelle. C'est une lutte qui est éternelle, qui ne se fait pas juste l'instant d'un sommet. Donc il faudrait pour les États continuer par affiner des stratégies, et par rapport à cela, j'ai appris que les stratégies contre l'insécurité ne sont pas tout le temps dévoilées à la presse. Et il y a suite à ce sommet, il y a des résolutions qui sont dévoilées à tout le monde, mais il y en a d'autres aussi qui sont secrètes, intimement liées à chaque État, qui pourront les déployer chacun en son temps. Étant donné que l'ennemi dont on parle est sans visage, on ne sait pas exactement quel est le groupe qui frappe par exemple au Burkina Faso. Quelle est l'importance de la participation de Patrice Talon à ce sommet, étant donné que le Bénin jusqu'à présent reste hors d'atteinte? Mathias. Oui, l'importance, elle n'est plus à démontrer. C'est qu'on ne peut plus désormais penser qu'un pays est épargné des attaques liées au terrorisme. Oh non, c'est révolu ça. Parce que ce qui s'est passé même au Parc Mandjari évoqué tout à l'heure par votre confrère Stanislas, personne ne pouvait imaginer. C'est bien vrai, c'était pas le Bénin qui était directement visé. Mais le Bénin peut servir également de nid, ou bien en tout cas d'espace où les gens viennent se réfugier après avoir conduit leurs attaques dans des zones données et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut aussi d'une manière ou d'une autre, du jour au lendemain, être frappé. Parce que si les gens se réfugient ici et que par la prise de position de nos présidents, de notre président à un moment donné par rapport à une attaque quelque part, on ne peut pas savoir d'où va venir une frustration un jour. On pourrait connaître aussi ces gens d'attaque. Donc c'est bien de participer au débat. C'est très bien de participer, de prendre part activement à ce débat-là et de participer même à la mobilisation des ressources. Parce que autant opportun, cela va jouer en tout cas un rôle très important quand même dans l'assistance d'un certain nombre d'États dans la sous-région. Donc je pense que sa participation, elle est vraiment opportune. Gani Wanide. Oui, Patrice Talon, à ce sommet, je crois que ça rentre en droite ligne de ce que nous disions depuis le début. Il faut que les États puissent se mettre ensemble pour lutter contre ce phénomène-là. Et ce n'est pas parce que le Bénin n'est pas encore touché que nous resterons les bras croisés. Et je crois que c'est un signal fort déjà de solidarité
par rapport aux pays déjà touchés et je crois que le Bénin va s'engager davantage, certainement, du point de vue militaire, du point de vue financier. Et donc, tout ça fait partie donc, de cette mutualisation dont nous parlions dès le départ. Cette action conjointe des États de la CEDEAO, je crois que c'est très important. C'est un signal fort pour montrer que le Bénin est aux côtés donc, des nations sœurs dans cette lutte-là et prendra une part active donc, dans tout ce qui se fera. Stanislas, Patrice Talon, à ce sommet, quelle est son importance? Non, je crois que le chef de l'État, vous savez, il s'est déplacé lui-même pour être présent à ce sommet. Donc, histoire... Exactement, le ministre des Affaires étrangères. Donc, histoire de voir un peu tout ce qui va se passer, de participer activement aux échanges. Vous savez que Patrice Talon ne participe pas à un sommet ou à une rencontre internationale de façon passive. Il a toujours été actif. Il a même tenu des discours qu'on a vus par endroits, des discours d'audace. Et donc, je crois que ce sommet vient à point nommé. Il y a juste un petit aspect dans la lutte contre le terrorisme que je pense qu'il faudra renforcer. C'est au niveau, vous savez, nous sommes dans un espace communautaire où on parle très souvent de la libre circulation des personnes et des biens. Je crois que même s'il doit y avoir libre circulation, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de circulation tous azimuts, parce que ça aussi c'est une brèche qui pourrait être ouverte. Si on parle de libre circulation entre le Bénin et le Togo, ça veut dire que bon, voilà, les frontières ne sont là que de nom et n'importe qui peut passer. Et dans ce n'importe qui passe, il y a que des terroristes ou bien des personnes mal intentionnées peuvent aussi s'infiltrer dans les territoires. Donc, par rapport à cet aspect-là, je crois qu'il faut renforcer aussi la sécurité à ce niveau-là pour que le terrorisme puisse progressivement s'éloigner de nos territoires. Voilà, c'est une grande préoccupation, la lutte contre le terrorisme, et on souhaite peut-être bonne chance à tous nos États africains et surtout ceux de la sous-région. On va dire un mot sur le plan économique avec la croissance économique du Bénin qui connaît une progression pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2019. La croissance économique est de 7,2%. Mathias Koulodi-Dedjan, qu'est-ce qui peut valoir cette croissance-là, cette progression du taux de croissance du Bénin? Bon, merci. Je pense que déjà au premier trimestre, nous tournions autour de 6,8% de croissance économique. Et je crois la BCAO et en tout cas l'association des professionnels des banques et établissements financiers, après leur réunion de la dernière fois, ont pu actualiser ce chiffre-là qui est désormais de 7,2%. Je pense que cela présage quand même d'une bonne gouvernance, surtout économique au niveau de notre pays. Et on ne dira jamais assez, c'est le fruit d'un certain nombre de réformes. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus mis au travail, même dans les administrations. Et parce que quand l'administration est mal conduite, quand le service que doit rendre chaque fonctionnaire n'est pas bien rendu, je pense que c'est un manque à gagner déjà pour l'État. Et vous n'êtes pas sans savoir les réformes au niveau du secteur de l'agriculture. Désormais, nous sommes même pionniers, surtout dans la production cotonnière et surtout en Afrique de l'Ouest. Je pense que tout ça contribue énormément à faire augmenter le produit intérieur brut, et ce qui, d'une manière ou d'une autre, a des répercussions sur la croissance, des répercussions d'ailleurs positives sur la croissance économique et le secteur portuaire et beaucoup d'autres secteurs de l'économie béninoise qui sont désormais en marche. Et la lutte contre la corruption, surtout sous toutes ses formes, désormais a pris corps. Et je pense que quand on met tout ceci ensemble, avec en tout cas le jeune ministre de l'économie et des finances qui se bat davantage pour en tout cas apporter du nouveau et tout ça, je pense qu'aujourd'hui ces chiffres-là nous rassurent davantage et ça va aller de l'avant. Donc c'est heureux pour le pays qui a tourné longuement autour de faibles taux de croissance économique, et ça a commencé par prendre. Bientôt, c'est sûr qu'on nous parlera même d'un taux de croissance à 2 chiffres. Donc c'est le rêve de tout peuple. Donc je pense que, mais ce qui est important, c'est que il faut que cette croissance économique-là se ressente sur le panier de la ménagère. C'est ce qui serait beaucoup plus à souhaiter désormais. Je pense que les chefs de l'État et son gouvernement, ils travaillent, mais nous leur demandons
véritablement de beaucoup plus regarder, en tout cas, le dernier individu de la République pour qu'il ressente les effets de cette croissance économique-là. Très bien, Stanislas. Qu'est-ce qui peut valoir cette croissance-là par la bonne gouvernance, les réformes? Oui, vous avez commencé par le dire déjà. Je crois que au tableau des lauriers qu'on peut donc accrocher au tableau économique de notre pays, il y a que nous avons déjà enregistré beaucoup d'avancées, hein, des distinctions par-ci, des élévations par-là, toujours au plan économique. Et quand vous parlez de croissance à 2 chiffres, je pense que quand vous parlez de croissance de 7,2, je crois que notre pays est rentré depuis avril 2016 dans une phase de réorganisation de tout son secteur. Il y avait vraiment un désordre et surtout au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de l'assiette fiscale, au niveau de l'assainissement des finances publiques, vous avez vu des pratiques et des méthodes assez organisées. Il y a la lutte contre la corruption, il y a que désormais certaines taxes ont été supprimées, d'autres sont officielles. Et quand vous ajoutez 1 franc à la taxe initialement prévue par la loi, c'est que bon, vous savez quelles sanctions vous attendent. Donc, il y a une certaine rigueur dans la gestion des finances, il y a il y a ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent l'orthodoxie financière. Évidemment. Dans la gestion maintenant des recettes publiques. Donc je crois que tout ceci concourt progressivement à ce que nous atteignons justement ce taux de croissance-là. Et j'estime pour ma part que le travail que le gouvernement est en train de faire est un travail salutaire, même si les retombées, c'est vrai que je suis d'accord avec le souhait de Mathias, qu'il faut que les populations ressentent cela. Et vous savez, quand il y a déjà eu un fossé, qu'on s'emploie à combler, c'est difficile de ressentir tout de suite les effets. Nous espérons que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, cela puisse se ressentir. Mais c'est déjà heureux qu'on puisse atteindre ce niveau de croissance, mais je souhaiterais qu'on ne descende plus, qu'on va croissant pour que ça puisse faire le bonheur du peuple béninois. Gani ou Anilé. Oui, je crois que le Bénin fait sa petite marche. Les réformes engagées depuis avril 2016 sont en train de porter leurs fruits. Comme je me plais à le dire souvent, le Bénin se lève et s'élève désormais dans le succès et dans la dignité. Parce que de par le passé, on avait le sentiment qu'il y avait un peu de la pagaille. Aujourd'hui, tout est organisé. Il y a cet assainissement financier qui fait que même nous Béninois, malgré que nous sommes prompts à critiquer, on a le sentiment que nous changeons de paradigme et que le Béninois travaille davantage. Vous allez aujourd'hui dans l'administration, des gens font ce pourquoi ils sont là. Et on a le sentiment que chacun contribue effectivement donc à l'avancée de cette nation-là désormais. Et ce n'est que salutaire. Et il faut espérer que le cap soit maintenu pour que nous puissions aller de l'avant. C'est vrai que en tant que citoyen, les gens ont le sentiment parfois que ces chiffres dont on parle, ils ne ressentent pas cela. Mais le gouvernement est en train de pallier à cela avec beaucoup d'actions sociales désormais. Et donc, il y a un équilibre qui se fait finalement. Donc, on a le sentiment que les choses sont conduites de façon optimale. Espérons que les acteurs poursuivent l'effort pour que nous puissions aller davantage loin. Parce que tout le débat qui se fait aujourd'hui au Bénin, ce n'est que pour le développement de la nation. Quelles que soient les postures politiques, quels que soient les bords politiques, nous travaillons tous à faire grandir le Bénin. Donc, il faut tirer un satisfait spécial à l'équipe gouvernementale et souhaiter les inviter donc à plus d'ardeur, à plus d'efforts pour continuer donc cette œuvre-là et espérer que d'ici là, nous allons atteindre une croissance à 2 chiffres. C'est le souhait de tout le monde. Voilà.